Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 janvier 2021. Alors, j'ai attendu jusqu'à 20 heures pour commettre cette petite vidéo car je voulais vous faire partager le quasi-silence régnant suite au couvre-feu qui commençait à 20 heures. Alors voilà, je voulais une vidéo, faites un peu de silence et captant aussi, mais il y a quand même un peu de circulation, comme vous pouvez le constater. Et c'est étonnant, sans doute des gens qui se pressent au travail ou peut-être des livreurs aussi, car les livreurs ont le droit d'aller porter de la nourriture. Alors les restaurants qui ont beaucoup de difficultés. Avant de vous lire quelques poèmes tirés de ceci, d'Anis Koltz, La Terre monte, et Somnambule du jour, un poème choisi paru chez Gallimard et celui-ci paru chez Belfond. Je vais vous raconter une toute petite anecdote, minuscule. Il y a quelques jours, je suis allé chez le dentiste. Et, donc, on a procédé à un examen dentaire et de ma mâchoire avec un appareil électronique, il va sans dire, qui, lorsqu'il a été actionné, eh bien, s'est mis à jouer du Chopin. Alors, l'assistante, la technicienne, voyant mon étonnement, en fait, j'avais la mâchoire enserrée dans une espèce d'appareil. Elle m'a regardé, elle a dit, c'est Chopin. Alors, comment l'art est arraisonné à la technique. Et j'ai l'impression, ça m'a un peu... et je n'avais pas apporté de lecture me disant que je me taperais soit Paris Match ou Écho des vedettes ou peut-être des revues économiques, parce que les revues dans un cabinet de dentiste, dans la salle d'attente, sont plutôt des marqueurs sociaux et révélateurs. Alors, et rarement elles sont équilibrées, et on pourrait même, à un moment donné, hein, aller visiter divers cabinets de dentistes et aller errer dans les salles d'attente et voir quels sont les magazines qu'ils proposent à leur clientèle, à leurs clients patients. Et je suis convaincu qu'on y ferait d'étonnantes découvertes, mais pour en revenir à cette visite chez le dentiste, j'avais oublié l'effet COVID. Alors, il n'y avait aucune revue et c'était marqué un truc disant que, bon, les mesures sanitaires étant ce qu'elles sont, on ne pouvait pas avoir de lecture à notre disposition. Alors, j'ai été quitte pour écouter la radio de Radio-Canada, une émission, et l'animatrice demandait, elle racontait, elle avait, enfin, je ne sais pas, j'ignore le nom de l'animatrice et j'ignore également le nom de l'invité, et elle lui demandait si elle se sentait plutôt velours, et de l'invité de répliquer non, qu'elle se sentait plutôt chandail qui pique. Finalement, j'étais bien content quand mon tour est venu, car cette insignifiance-là n'a pas de fin. Mais il me semble que je vous ai raconté ça. Vous voyez, mais aujourd'hui, petite journée, je dois vous avouer. Un lundi un peu frisquet, pas de clients, toujours confiné. Je poste toujours mes 50 livres minimum par jour sur ma page Facebook. Et je me suis engagé à commettre une vidéo par jour jusqu'au 8 février inclusivement. 8 février qui est la date où, normalement, nous reprenons nos activités. Mais vu le nombre d'hospitalisations qui
ne cesse de monter, de même que le nombre important de gens décédés. Legault ne se donne même plus la peine d'offrir ses condoléances aux victimes. Nous avons dépassé le cap du 9000 victimes. C'est comme ça que peu à peu, on s'habitue à l'horreur. Je lisais aujourd'hui également que Bruno Latour disait que le confinement, Bruno Latour, ce philosophe, disait que le confinement n'arrêterait jamais. Et mon impression, c'est que nous sommes en face d'une crise telle que nous n'avons pas connue depuis les 2 bombes atomiques sur le Japon et la découverte des camps. Et j'ai l'impression que cette crise-là va être suivie d'une autre et d'une autre encore, et que nous allons être dans un état de crise avancée, de crise aiguë, de crise systémique, et que au fur et à mesure que nous allons être confrontés à ces crises-là, eh bien, nous allons nous claquemurer dans nos maisons, nous allons nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous allons nous enfoncer dans la normose et dans la consommation outrancière de téléséries, que nous n'allons pas sortir de la caverne de Platon, que nous n'allons pas sortir de un imaginaire de plus en plus frelaté, de plus en plus sérialisé. Et c'est là où les poètes nous sont d'une telle nécessité. Une telle nécessité. Et pour ma part, je suis écartelé entre 2 types de poésie. J'aime bien celle celle obscure de Paul Celan, celle qui me déroute, celle où je suis pas sûr de bien comprendre, celle qui me déstabilise. Et en même temps, j'aime, à partir de ce choc-là initial, de celle de Ponge, Francis Ponge, le parti pris des choses, une poésie très, très, très en phase avec le réel. Une poésie tout à fait... Celle de Ponge, elle est plus que compréhensible. Il décrit la pelure d'une orange, exemple, dans le parti pris des choses. Lui, il a choisi de décrire, une sorte de poète phénoménologue, il a choisi de décrire ce qu'il voyait autour de lui, avec une précision, une minutie, mais l'effet descriptif des choses telles qu'elles sont, ce parti pris des choses, eh bien, est presque hallucinant comme effet, est presque hallucinatoire. Alors la réalité, hein, elle est chatoyante, mais quand on veut la décrire avec une telle précision, elle peut devenir hallucinée. Alors c'est la grande leçon de Francis Ponge. Alors à partir de là, j'ai développé en tout cas un goût pour une poésie incarnée. Alors celle que je vous présente aussi, je vais vous lire 1 ou 2 ou 3 passages, de La Terre monte, donc d'Anis Koltz, et Somnambule du jour, mais je vais vous lire la préface de Somnambule du jour. Oui, Anis Koltz va avoir 93 ans en 2021. Elle est toujours vivante. Elle est née au Luxembourg. Elle a écrit en allemand et elle a écrit en français et elle a écrit aussi des poèmes bilingues, français-allemand. Alors, entre autres, elle dit tout ce que je touche diffère de ce que je vois. À qui, à quoi me fier? J'emprunte la respiration de mon prochain pour faire des poèmes. Oui, mais attendez, j'allais oublier quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, on va commencer avec celui-ci. Tenez. Et après, je vais enchaîner tout de suite avec la préface. Et après, je vais piger des poèmes dans l'un et l'autre des recueils. Alors, celui-ci, il est autographié. Je vais vous montrer l'autographe. Alors, elle écrit
à Claire et Jean-Marc, avec tout de suite mon amitié, hein, une belle autographe ça, à Nice, Toulouse, le 14 juin 1996, il y a près de 25 ans. Alors, ce que j'y ai trouvé, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, on trouve de tout dans des livres. Voilà. On trouve de tout, des traces de vie. Hein, comme si on explorait comme si le livre était une planète lointaine, où le lecteur, dans des livres d'occasion, hein, et d'anciens, il faut quand même le dire, dans les livres neufs, on ne trouve jamais de traces de vie étrangères. Mais dans les livres d'occasion, on trouve de tout. Mais absolument de tout. Des lettres d'amour, des cartes postales, des photos de famille, euh, de l'argent aussi, on trouve de l'argent. Je vous raconterai, euh, je vous raconterai une autre fois une petite anecdote concernant de l'argent que j'ai trouvé, mais en fait que quelqu'un a trouvé dans ma librairie, dans un livre. On trouve donc de l'argent, des notes, des prescriptions, euh, des feuilles de marijuana séchées, ça m'est arrivé aussi, euh, des vieilles photos, des notices nécrologiques. On trouve absolument de tout, on appelle des éphéméria, des traces éphémères d'un passage d'un lecteur. Mais dans celui-ci, on trouve ceci, on trouve deux choses que je vais vous montrer. Ceci, alors Jean-Marc Jean-Marc et Claire ont sans doute séjourné au Holiday Inn Crowne Plaza à Toulouse, en France, et ils ont conservé ceci que je vous montre. Sans doute qu'en fait, ils ont conservé ceci qui leur servait de signet. Mon nom est Akima. Je suis votre femme de ménage et je vous souhaite un agréable séjour. Eh bien, juste de voir ça, ben écoutez, mon cœur s'est serré, car je ne cesse pas d'être bouleversé par la condition des plus pauvres d'entre nous. Je ne cesse pas d'être contrarié, chagriné, blessé par ce qu'on fait avec le corps des autres, la violence qu'on fait subir aux autres. Et il n'y a pas que la violence directe, là, la torture il y a la violence indirecte, celle qui fait qu'on peine à gagner notre vie, celle qui fait que même si on travaille très 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 fort, on ne parvient pas à joindre les deux bouts. Hein? Joindre les deux bouts. Quelle étrange expression. Parce que joindre les deux bouts aussi, ça peut vouloir dire que nous sommes écartelés. Hein? Nous sommes écartelés dans l'impossibilité de, de remplir, on ne parle pas de désir, mais nos besoins de base, se loger, se nourrir, avoir un peu de loisirs et des soins dentaires, n'est-ce pas? Alors, oui, le crédit est abondant, hein, pour les pauvres, et c'est grâce à la pauvreté de beaucoup de gens que, que beaucoup de gens peuvent faire un usage intelligent de leur crédit. J'ai entendu souvent à ma librairie des gens assez privilégiés euh, jugeant, se jugeant très très astucieux de faire un bon usage de leur crédit, c'est-à-dire ils paient leur facture sur réception et je leur disais toujours si tout le monde faisait comme vous, eh bien, il n'y a plus personne, les cartes de crédit cesseraient d'exister. Alors, cette violence-là
qui est fait à un grand nombre de gens, contraints à gagner leur vie dans des conditions difficiles. Alors j'espère que Jean-Marc et Claire auront été touchés par Akima et que la poésie d'Anis Koltz aura su toucher leur cœur également. Alors, je vais vous lire tout de suite la préface, ou peut-être une partie de la préface de cette anthologie « Somnambule du jour ». Quel beau titre. Dieu est mort. Fini, fleurs et petits oiseaux. Dès que j'écris une phrase, je suis désorienté et embarrassé. Déjà, j'ai envie de la rejeter pour dire, dans la suivante, le contraire. C'est que j'ai toujours l'impression que l'essentiel m'échappe. La double face, le côté caché des choses. D'autant plus que la poésie doit témoigner du déroulement de notre époque. Or, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu siècle plus barbare que le nôtre, et les horreurs continuent et se multiplient dans tous les coins du monde. Nous sommes impuissants face à tant de misère, de corruption et de manipulation. Faut-il passer devant des drames qui ont lieu, les yeux fermés, de peur d'être soi-même broyé par la violence? Le poète doit donc aussi prendre position face au monde qui l'entoure. Fini, fleurs et petits oiseaux, Dieu est mort. L'homme est seul face à lui-même, face à l'univers. C'est à lui qu'incombe l'entière responsabilité de sa vie et celle des autres. Chacun de nous risque de se perdre sans guide, sans boussole, sans initiation aucune. Notre existence est basée pour une large part sur la science, la technologie, l'énergie atomique, etc. Notre intelligence, du moins celle du commun des mortels, et notre savoir ne savent plus suivre les progrès foudroyants qui nous opposent à ce monde de haute technologie en pleine mutation. Nous voilà redevenus analphabètes de ce monde qui nous dépasse dans toutes ses prouesses. Autrefois, l'homme avait peur de l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir a peur de l'homme. Pourtant, de là à dire que notre vie n'a pas de sens, me semble injustifié. En fait, la vie a beaucoup de sens, autant que le monde a de chemin. Novalis disait que notre malheur était de ne pas prendre en considération la partie nocturne du réel, de ne considérer du réel que la partie visible. En fait, la poésie aussi fait partie de ce monde nocturne du réel. Geigvik nous dit par exemple « La poésie, c'est une aventure colossale. Je connais l'impression d'être dans un vide, un espace qui n'est pas l'espace, un espace qui n'est pas régi par la raison, qui est régi par je ne sais quoi, ce sacré justement, cette folie du vide qui est plein et du plein qui est vide. » En effet, des impulsions ou percées du subconscient venant du fond des âges fusionnent avec le conscient. Il confère au poème des perspectives inattendues, ouvrant des possibilités de transgression au sens et à l'esprit. Le poète, s'abandonnant à ses forces créatrices, peut redécouvrir ses racines profondément enfouies qui le relient au grand tout. Le poème pourra donc contenir une projection d'une réalité qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais. Dans notre monde intérieur, nous sommes libres. Il n'y a ni contrainte, ni obstacle. Notre poème peut donc se situer avant notre naissance comme après notre mort. Le lecteur doit tenir compte de ces dimensions symboliques et de l'aura qui les entoure, car chaque page blanche est souillée d'avance par l'ombre de la mort. Une tâche supplémentaire s'impose à nous, poètes,
laveur de mots, comme Francis Ponge nous qualifiait. Et je me réfère à Christian Singer. Il faudrait se garder de prendre en otage des mots et d'en mésuser. Ils sont notre seul accès au champ de conscience. Ils sont les clés qui ouvrent les espaces. Notre langue est sacrée. Protégeons-la. Veillons-la comme un feu qui ne doit jamais s'éteindre, car c'est lui qui doit éclairer la nuit du monde. Ouais, notre langue humaine. Notre langue humaine qui... En fait, toutes les langues humaines sont devenues obsolètes aujourd'hui. Le langage qui nous domine, c'est le langage binaire. C'est le langage cybernétique. Et ce langage-là est celui qui régit nos vies. Et ce langage-là tisse une nouvelle réalité dans laquelle nous ne parvenons plus à dire les mots. Nous ne parvenons plus à mettre des mots sur notre mal-être, sur notre désarroi, sur notre manque, sur notre sentiment, sur notre difficulté d'exister. Les machines sont devenues extrêmement puissantes et elles nous infligent des blessures narcissiques. Alors, notre langue est sacrée. Et peut-être que toutes les langues, toutes les langues depuis le début du monde, ont cette prétention d'être des langues issues du paradis, d'être des langues offertes par les dieux. Mais les dieux peut-être n'existent plus. Le cirque du soleil. Soir 1. Enterrer le jour dans une taupinière et oublier dans laquelle. Tu es l'autour, fonds sur moi dans l'herbe, tu es l'autour qui emporte mon sang plus haut que la forêt. Entends-tu les plaintes de ma joie entre tes serres? À ma droite. Nous croyons tous en un Dieu, mais ce qui arrive n'a pas de nom. Nous sommes comme des ivrognes devant la nuit. L'un de nous fixe trop longtemps son rêve et devient aveugle. Un autre pense sa vie blessée. Un troisième protège la forme de cire d'une morte contre le matin qui roule par-dessus les toits dans un tonneau en feu. C'est un nouveau jour, assourdissant, qui excite la cruauté. Un ange déchu veille à ma droite avec des pierres et des oiseaux morts. Parfois la loi se trompe. La mort tombe dans le piège, dupée comme un gibier. Ouvrez le braillon, rendez la liberté à ce renard enragé. Nous avons besoin de ses dents, de la douceur de son pelage pour aimer. Automne. En route avec les oiseaux pour suivre le cirque du soleil, où la lumière mugit en sautant de sa cage. En route avec les jongleurs, les saltimbanques et les géants de l'ombre. En route avec le vent, crieur du cirque, et Cornac, qui offre ses tresses d'or et suspend des lampions aux arbres. En route avant que les dernières affiches, programmes et billets d'entrée ne soient piétinés dans les rues. Alors La Terre monte, 3 ou 4 poèmes.
Au loin le silence désoriente la terreur. Je me donne à tout ce que je tue. Tout ce qui mange s'entremange. Je porterai mon poème par-dessus les mots. Je l'habillerai de plumes et d'écailles pour rencontrer l'espace. Tout ce qui mange s'entremange. En mon nom, il multipliera les ailes, il détruira les barrages avec une faim plus grande que la faim. Une ville entière. Une ville entière respire sous mes décombres. Ils sont des milliers à exister dans mon corps. Ils se débattent sans lumière, sans air, sans issue. Enfouis dans le sable, repus, dorment les rats. Rien. Le monde n'est pas venu au point de mon corps. J'existais avant ma naissance. Il s'est trompé de lieu. L'avenir englouti. En bande, les oiseaux filent vers la mort. Nous ne cultivons plus les champs. Le blé prend la forme du vent et de la pluie. Nous mangeons nos miches de pain portées trop longtemps dans les bras comme si nous mangions nos enfants. Alors j'insère à nouveau ce qui a servi de signet, hein? Ce qui sert de signet. Les signets, c'est joli quand même, hein? Ça signale les pages et ça signale aussi le passage d'un lecteur, d'une lectrice. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous remercie des commentaires. J'y réponds aux commentaires que vous faites. Vous êtes quelques-uns. Merci, merci. Hein? J'y réponds trop rarement. C'est que je me sens un peu comme un militaire qui attend la bataille et je m'autodiscipline parce que l'atmosphère elle est lourde, hein? Alors je m'autodiscipline j'allume les lumières de ma librairie, je me couche tôt, je marche quelques kilomètres par jour, j'attends le déconfinement, mais je pense que Bruno Latour a raison. Le confinement ne cessera plus jamais. C'est une véritable métanoïa à laquelle nous assistons. Une transformation profonde. Houellebecq dit que rien ne changera. Ça sera pareil, mais en un peu pire. Non, je crois qu'il y aura des choses qui vont changer. Je pense que nous allons aller de rupture en rupture. Alors, faisons des provisions de poésie, faisons des provisions de sens. Ne nous étourdissons pas trop, j'en prie. Merci d'être avec moi. Portez-vous bien.